Ensuite, j'ai une question de Fabien qui me dit est-ce qu'on peut faire de la location meublée dans un local commercial? Et si oui, comment faire? Et quand je voudrais le revendre, comment ça se passe? Bon, la deuxième partie de la question, elle va pas exister, je vais vous dire pourquoi. Vous pouvez pas faire de location résidentielle dans un local commercial. C'est des histoires d'affectation. Sauf s'il y a une double affectation. C'est-à-dire que, qu'est-ce que c'est une double affectation? Par exemple, au moment où je vous parle, je suis en train d'acheter un plateau où c'était des bureaux et où il y a une affectation bureau uniquement. Et ce plateau, on est en train de changer la destination, en tout cas le vendeur est en train de changer la destination, mais en réalité j'aurai la double destination, c'est-à-dire je pourrais louer aussi bien du bureau que louer en résidentiel. Donc si c'est un local qui est à destination purement commerciale, purement bureau, normalement vous ne pouvez pas faire de résidentiel dedans. Maintenant, il faut aller à la mairie pour éventuellement voir si vous pouvez faire un changement d'affectation ou s'il n'y a pas une double affectation sur ce bien. Voilà. On va passer à la question suivante, puisque ça c'était donc pour Fabien. Là c'est Vincent qui me pose la question qui est assez longue. Dans le cadre de la division d'un appartement pour de la location meublée classique, quelles sont les solutions et les règles à respecter en ce qui concerne la gestion de la boîte aux lettres? Ça, c'est une grande angoisse, les boîtes aux lettres. Je suis un peu moqueur, mais je vais vous expliquer pourquoi. Les compteurs électriques, les assurances des locataires et du propriétaire, des assurances des locataires et du propriétaire. Quand y doit-on avertir le syndic? Alors, déjà, dans le cadre d'une division, pour la boîte aux lettres, oui. La boîte aux lettres. Ça me fait souvent sourire parce que ce sont vraiment il y a des questions qui. Il y a des problèmes existentiels sur la boîte aux lettres. Et ce que j'aime bien répondre à chaque fois, mais ce qui en plus qui est une réalité, lorsque vous avez un couple qui vit ensemble, qui n'est pas marié, il y a monsieur Tintin et monsieur Milou, et madame Milou. Ils ont deux noms différents. Qu'est-ce qu'ils font sur la boîte aux lettres? Ils mettent deux noms différents. Il ne faut pas aller chercher plus loin. Donc si vous avez un appartement que vous avez divisé et vous avez une seule boîte aux lettres, vous avez trois locataires, monsieur Tintin, monsieur Milou et monsieur Tournesol, et vous mettez les trois noms sur la boîte aux lettres. Il ne faut pas chercher plus loin que ça. Alors, les compteurs électriques, qu'est-ce qu'il faut faire? Si vous faites du meublé, moi je vous conseille vivement d'inclure la consommation électrique dans les charges que vous allez refacturer à votre client. Je dis client, c'est locataire. Un locataire, c'est un client. Vous avez un produit que vous lui vendez ou vous lui louez, c'est votre appartement. Il faut savoir une chose, c'est que en France, on n'a pas le droit de revendre l'énergie. Donc, c'est pas parce que vous mettez un compteur que vous allez avoir une note. Alors, si c'est vous qui payez, vous ne pourrez pas refacturer cette énergie. Alors, vous allez me dire, oui, ils vont ouvrir à chacun un compteur. Mais dans la location meublée, et si c'est de la division d'appartements, ça veut dire que vous avez un seul lot, je ne crois pas que ce soit la meilleure solution. Je vais vous dire, nous, comment on fait sur les appartements qui sont en division. Je vous ai donné un petit peu la solution déjà. C'est que nous, on l'inclut dans les charges, on globalise les charges. C'est-à-dire qu'on leur dit, voilà, on vous loue l'appartement 500 euros, je dis n'importe quoi, 500 euros, et vous avez 50 euros de charges qui comprennent Internet, l'électricité, l'eau, les charges de copro qui sont inhérentes qui sont affectables aux locataires, et puis c'est tout. Vous ne vous cassez pas la tête. En tout cas, moi, c'est mon conseil. Vous ne vous cassez pas la tête, vous globalisez et vous lui facturez. En réalité, on s'est aperçu que les locataires aimaient bien ça parce qu'ils n'ont pas à s'occuper eux aussi de la paperasse, c'est-à-dire ouvrir un compte EDF, ouvrir un compte Internet, ouvrir l'électricité, enfin bref, ils n'ont pas à faire toute cette paperasse et ça leur rend service. Et croyez-moi, ils aiment bien ça. Donc, moi, je vous dis, voilà, je veux dire, il n'y a rien de particulier.
Moi, je vous dis, ne rentrez pas là-dedans. D'autant plus que si vous vous faites installer des compteurs électriques, vous allez voir que ça peut vous coûter cher. Ça peut vous coûter 1000 balles par compteur, parce que 1000 euros, parce que vous devez faire passer un organisme qui s'appelle le Consuel, qui va valider l'installation, voir que ce soit fait dans les normes, etc., etc. La deuxième partie de la question, est-ce que quand et que quoi et que doit-on dire au syndic? Vous n'avez rien à dire au syndic. Si vous avez un appartement que vous avez divisé, il n'y a rien de spécial, quoi. Ça reste un appartement. Vous avez seulement créé des espaces de vie. Donc le syndic, à partir du moment où vous ne faites pas de modification, je parle des travaux qui modifient la structure porteuse de l'immeuble, c'est-à-dire, vous savez, vous avez des murs porteurs dans les appartements. Donc à partir du moment où ou des piliers ou des poutres ou je ne sais, à partir du moment où vous ne touchez pas à ces éléments, vous n'avez rien de particulier à faire avec le syndic. Donc vous ne vous posez pas la question. Puis-je, dans le cas de Nantes, valable aussi pour les autres grandes villes, investir là où les prix sont généralement cassés, c'est-à-dire dans la périphérie, où il y a des grandes barres d'immeubles de quartiers plus populaires, donc de 10, 11, 12 étages, avec beaucoup de frais de copro. Est-ce que je dois me concentrer plus sur le centre-ville, mais où les bonnes affaires sont beaucoup plus rares? Alors, je vais répondre. Les centres-villes sont très intéressants parce que c'est très demandé. Il est clair que si vous vous éloignez, vous allez un peu plus sur la périphérie. Je ne dis pas que vous n'aurez pas de demande, mais généralement, les prix sont moins élevés, surtout dans les cas que vous évoquez, dans les grandes barres d'immeubles. Très souvent, il y a aussi beaucoup d'immeubles à vendre. Donc, moi, je préfère me concentrer, personnellement, moi j'achète plutôt sur les centres-villes, en réalité, où il y a des transports. La chose la plus importante, c'est souvent les transports. Ce qu'on définit par le bon emplacement, c'est souvent, alors ça dépend aussi du type de locataire. Si ce sont des étudiants, la proximité des établissements scolaires sont un bon emplacement. Si ce sont pour des familles, les écoles sont des bons emplacements. La proximité des écoles sont des bons emplacements. Mais ce qui est très important, c'est surtout les transports. À partir du moment où vous avez des transports, donc vraiment à proximité de l'appartement, vous pouvez rayonner et aller partout. Alors, ça c'est une chose. Moi je vous dis, est-ce que dans les bars que vous évoquez, est-ce que c'est bien placé? Est-ce que c'est une bonne idée? Je ne sais pas vous répondre honnêtement parce que je ne connais pas Nantes. Périphérie, il est clair que ça coûte moins cher. Est-ce que vous aurez la même rentabilité? Il faut que vous fassiez votre étude de marché et voir s'il y a aussi de la demande. Parce que ne vous faites pas d'illusions, ce que vous, les remarques que vous émettez, les locataires, ils ont aussi ce genre de frein dans la tête. Si vous pouvez acheter sur les centres-villes, puisque vous l'évoquez, faites-le. Mais vous dites que les bonnes affaires sont beaucoup plus rares. C'est pas parce qu'elles sont plus rares qu'elles n'existent pas. C'est votre boulot en tant qu'investisseur, c'est de trouver des bonnes affaires. Ou transformer des biens normaux en bonnes affaires. On les transforme en augmentant la rentabilité, c'est-à-dire que si vous prenez un studio, par exemple, 40 mètres carrés, vous pouvez le diviser en deux pour faire 2 studios de 20 mètres carrés et vous allez augmenter fortement la rentabilité. Ça, c'est une manière de transformer une affaire normale en bonne affaire. Si vous pouvez vous rapprocher du centre-ville, faites-le. Vraiment, c'est bien meilleur. La division est-elle plus avantageuse que la colocation dans le cadre de la location classique? Il n'y a pas de réponse. C'est combien vous allez payer avec les travaux, que ce soit de la division ou de la rénovation, combien vous allez payer et combien vous pouvez louer. Et donc vous ferez votre ratio et vous verrez combien ça vous rapporte. Donc je ne peux pas vous dire que la colocation est mieux que la division ou vice-versa. Ça dépend des cas de figure. Et si vous divisez en deux, peut-être que c'est très avantageux. Plutôt, c'est vrai que, je vais reprendre l'exemple que j'ai cité précédemment. Vous avez un studio de 40 mètres carrés, ce qui est très grand pour un studio. Vous pouvez le diviser en deux pour en faire deux. Maintenant, faire de la colocation dans 40 mètres carrés,
ça sera peut-être plus difficile. Parce que souvent, je l'ai dit précédemment, je crois, la colocation à 2 personnes, c'est moins rentable que de la colocation à 3 personnes. Donc, je peux pas trancher dans un sens ou dans l'autre. Il faudra que vous fassiez vos calculs. Voilà pour Vincent. Ensuite, on va passer à Yves. Concernant la multilocation, dans le cas où nous ferions d'un lot 3 appartements, se pose la question de la taxe d'habitation. J'ai cru comprendre qu'il fallait remplir un formulaire H2 par nouveau logement créé, mais tout ça reste très flou. Pourriez-vous nous expliquer la procédure en détail? Doit-on remplir 3 formulaires dans le cas où on transforme un lot en 3 appartements distincts? Si vous faites de la division simple, vous n'avez pas à remplir toute cette paperasse. Si vous faites de la division simple, c'est-à-dire vous générez, pardon, vous créez des espaces de vie, il n'y a rien de particulier à faire. La taxe d'habitation reste identique pour l'appartement que vous avez acheté. Si vous créez 3 appartements, là oui, donc ça veut dire que vous pourriez revendre un appartement tout seul, là oui, probablement vous allez avoir 3 taxes d'habitation différentes. Donc dans ce cas-là, il faudra remplir les formulaires adéquats. Moi je vous conseille fortement de vous retourner vers les impôts, la mairie, qui vous expliquera ça en détail. Mais encore une fois, si vous ne faites que de l'aménagement de surface, que des espaces de vie, vous n'avez qu'une seule taxe d'habitation. Donc ce que vous pouvez faire, c'est pas ce que vous pouvez faire. Les impôts, au moment où vous allez faire votre déclaration de revenus locatifs, on va considérer que c'est de la location, je ne sais plus si vous l'avez indiqué, bon, en tout cas moi je vais le dire, dans le cas où vous faites de la location longue durée, vous faites de la location à l'année, pas de la location courte durée. Si vous faites donc de la longue durée, vous allez, au moment où vous allez faire votre déclaration sur les loyers que vous avez perçus, vous allez mettre le nom des locataires, ça va partir aux impôts, et les impôts enverront la taxe d'habitation aux locataires qui sont en place.